monde, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Est-ce que vous avez quand même remarqué à quel point je reviens comme ça, l'air de rien, nature confiture, sans m'excuser et à l'aise dans mes baskets? Ouais, clairement, je suis partie de la case booktubeuse en carton et garantie zéro remords. Ouais, bon, zéro remords, je suis pas complètement sûre parce que pour me faire pardonner, je vous propose un petit tag sur l'automne. Ça vous tente? Bon, en toute honnêteté, au moment de trouver un titre français pour ce tag, j'avais genre l'imagination et la créativité d'une huître décédée depuis 3 mois en plein cagnard. Bon, en vrai, comme je suis d'un naturel assez optimiste, j'ai toujours espoir que d'ici à ce que j'ai chargé la vidéo, je sois arrivée à trouver un titre un peu plus funky que ça. A priori, vous n'avez aucun suspense parce que vous avez vu le titre de la miniature, mais laissez-moi rêver, j'espère pouvoir trouver mieux que ça. Ce tag, je l'ai trouvé sur une chaîne anglophone dont j'ai déjà oublié le pseudo. Quand je vous dis que mon cerveau est parti en vacances, je ne rigolais pas. Je vous mettrai bien entendu tous les crédits, etc. dans la barre d'infos. Et comme il y a 10 questions, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Première question, en automne, l'air est vif et saisissant, donc il faut citer un livre dont l'intrigue est absolument frappante. Comme une intrigue frappante, ça veut tout et rien dire à la fois et que c'est quand même assez subjectif, moi j'ai décidé de vous reparler d'un bouquin dont le propos m'avait fortement marqué et qui n'est nul autre que Jefferson de Jean-Claude Mourleva, publié chez Gallimard Jeunesse. Si je me fie à ma mémoire pour le moins défaillante, ce livre je vous l'avais présenté dans mon top 5 de mes lectures de juin dernier, et pour petit rappel, donc dans Jefferson on va suivre l'histoire d'un hérisson humanisé du nom de Jefferson qui un beau jour, en voulant aller se faire raccourcir la houppette chez le coiffeur, va tomber sur un corps et malheureusement sans témoin, et bien le seul coupable désigné c'est lui, et il va se rendre du coup chez les humains pour mener l'enquête. Et je ne vous en dis pas plus, mais de fil en aiguille, il va quand même y avoir un fort parti pris en faveur de la cause animale. C'est très frappant, il y a des scènes qui sont d'une dureté et d'un réalisme absolument saisissant. Donc je me suis dit que ça rentrait carrément dans le thème. Et encore une fois, je ne peux que vous inviter à découvrir cette petite pépite si ce n'est pas déjà fait. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sens que dans cette vidéo, outre une mémoire défaillante, on va aussi avoir droit à une diction plus qu'approximative. Donc accrochez-vous à votre slip. Durant l'automne, la nature est absolument époustouflante, mais aussi en train de mourir. Donc, pour coller un peu dans le thème, il faut citer une lecture qui est magnifiquement bien écrite, mais qui traite de sujets très graves, comme le deuil, la mort ou d'autres thématiques, pour le moins pas très réjouissantes. Ouais, vu le niveau de réjouissance du programme que je vous propose, je suis sûre que vous êtes en train de vous demander ce que vous faites ici. Très spontanément, quand on m'a parlé d'une œuvre très bien écrite et hyper difficile à lire, j'ai tout de suite pensé à Celle qui venait des plaines, écrite par Charlotte Bousquet et publiée chez Gulfstream dans leur collection électrogène. Pour celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram, ce titre doit vous dire quelque chose puisque je vous en ai parlé il y a quelques mois de ça, puisque c'est un roman vraiment frappant dans lequel on va suivre un jeune garçon journaliste qui va essayer de retrouver les traces d'une femme assez mystérieuse qu'on appelle la Vipère de l'Ouest, je crois de mémoire parce que ça fait un moment que je l'ai lu, et qui veut lui soutirer son témoignage sur une période historique bien donnée, mais surtout essayer de se venger de cette femme qui aurait visiblement assassiné son père. À ce récit va donc se mêler celui de Winona, qui est donc une amérindienne qui a vu débarquer sur les terres de ses ancêtres les colons, voilà, avec tout ce que ça implique d'horreur. Vous allez avoir du viol, un choc des cultures absolument ignoble, du meurtre, vous allez avoir des règlements de compte, du mensonge, vraiment c'est toute une toile de fond historique, savamment tissée par l'autrice, très dur à lire mais d'une justesse et d'une beauté folle, et je ne peux que vous recommander cet ouvrage. Question numéro 3, l'automne est aussi synonyme de rentrée des classes, alors quel livre de non-fiction vous a-t-il appris quelque chose? Tout va bien, tranquille Émile, je veux dire la rentrée des classes c'était il y a genre 2 mois. Tout va bien. Je suis dans les temps. Plus sérieusement, de la non-fiction, j'en lis assez peu, mais alors quand j'ai vu cette question, un titre m'a carrément sauté aux yeux. Goupil-ou-Face de Lou Luby, bien évidemment publié aux éditions Vraoum. Cette bande dessinée avait été un énorme coup de cœur dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais il y a quand même, waouh, assez longtemps. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu passer cette vidéo, dans cette incroyable bande dessinée qui oscille entre vulgarisation scientifique et témoignage, l'autrice va nous raconter les troubles cyclotimiques, donc qui sont souvent confondus, associés avec la bipolarité, sur la manière dont c'est diagnostiqué, comment est-ce que c'est traité, comment est-ce qu'on peut vivre avec une pathologie pareille
rencontrer au quotidien, quels sont les symptômes, les effets, voilà clairement qu'est-ce que c'est exactement que d'être cyclotimique. Et j'ai absolument adoré parce que c'est très juste, très poignant, sans tomber dans le pathos ou la démagogie. J'ai trouvé que c'était d'une justesse incroyable. On apprend mille et une choses et pourtant c'est pas lourd, c'est pas répétitif. Je ne peux que vous inviter à découvrir cette merveille. Oh, je fais une petite pause au niveau de mes jambes, j'en peux plus. Ouais, je devrais faire la vidéo comme ça, je trouve que... avec juste ma tête, c'est hyper vivant. Question numéro 4. L'automne, c'est le moment parfait pour passer des moments cosy en famille. Alors dans quelle tribu littéraire est-ce que vous voudriez vous retrouver? Quand je vous dis que la sénilité me guette, c'est que je ne me souvenais même plus de ce que je comptais vous répondre jusqu'à ce que je me retourne et que je vois la réponse juste sous mon nez. Et pourtant les enfants, j'ai que 26 ans, alors imaginez l'année prochaine, je vais carrément yoyoter de la crinière, ça va être comme ça. Avant d'oublier jusqu'à mon propre prénom, je vous propose de vous parler du merveilleux univers et de la galerie de personnages tous plus attachants les uns que les autres qu'on peut découvrir dans la série Hilda de Luke Pearson, bien évidemment. Peut-être que pour beaucoup c'est un nom qui reste encore un petit peu obscur, pour d'autres c'est sans doute lié à la superbe série qui a été produite par Netflix il y a de ça à peine un mois je crois, et que je me suis avalée en une journée, n'est-ce pas? Et en fait à la base c'est une série de bande dessinée qui a été créée par Luke Pearson, et là ce que je suis en train de vous montrer c'est la novélisation anglaise, et je crois que la VF est sortie quasiment en même temps que la série chez quoi? Casterman? Non. Pour celles et ceux qui auraient l'immense plaisir de ne pas encore avoir découvert cet univers, on va suivre l'histoire d'Hilda, qui est une jeune petite fille qui adore dessiner, écrire et se balader dans les immenses étendues montagneuses qui sont autour du chalet dans lequel elle vit avec sa maman. Va tomber dans chaque aventure sur des créatures différentes et c'est absolument remarquable. Vous avez un bestiaire, un univers, un lyrisme qui est absolument dingue. La série est hyper bien animée, les dessins, les couleurs, l'ambiance est très bien travaillée, les personnages sont géniaux et en plus vous avez une musique aux petits oignons, donc j'ai qu'une envie, moi, c'est de signer pour aller me balader avec elle. Pour celles et ceux qui connaissent la petite série de BD Aubépine écrite par Karen Stack et Tom Pico, je pense clairement que les deux auteurs se sont très largement inspirés de l'univers de Luke Pearson pour créer les aventures de cette super petite fille. Donc si jamais cette BD vous a plu, vous allez forcément adorer Hilda. Question 5. L'un des éléments qui représente sans doute le mieux l'automne, ce sont les feuilles rougeoyantes, et pour célébrer cette magnificence de la nature, je dois vous présenter une pile de livres dont la tranche est automnale. Cette pile est principalement constituée de valeurs sûres et je ne saurais que trop vous recommander l'excellent manga Marion ou encore Le Prince et la Couturière, qui est une bande dessinée que j'ai fondamentalement adorée. Question 6. Quelle meilleure période que l'automne pour se raconter des histoires au coin du feu? Pour le coup, il faut donc nommer un personnage qui raconte une histoire dans le livre. Et là, c'est assez facile puisque je vais vous présenter l'une de mes lectures en cours qui n'est nulle autre que Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, donc qui est le premier tome de la série La Peur du Sage, si je dis pas de bêtises, je crois que la saga s'appelle comme ça. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, n'hésitez pas. Et en fait, tout le principe de ce livre, c'est que un chroniqueur officiel va venir dans une petite auberge d'un village paumé pour essayer de retrouver un personnage mythique qui a marqué l'histoire du pays pendant des décennies et du coup pour essayer de le convaincre de lui livrer son témoignage. Pour le moment, je crois que j'en suis à peu près à la moitié et autant vous le dire tout de suite, c'est un énorme coup de cœur, autant sur le fond que la forme. C'est un bijou qui se savoure, c'est quand même une grosse pavasse d'à peu près 800 pages mais qui est hyper dense, hyper riche, tellement bien ciselée et addictive. Personnellement je me régale et pourtant c'est un bouquin que je peux poser et ne pas lire pendant 2 semaines. Je ne suis pas paumée même s'il y a plein de personnages, voilà, c'est riche, c'est pas non plus trop foisonnant et du coup on se régale. C'est vraiment un vrai plaisir et j'ai hâte de vous en dire plus. Question numéro 7. En automne, les nuits se font de plus en plus sombres et lugubres, alors pour coller dans l'ambiance, eh bien il faut que je vous présente une lecture un peu glauque, étrange ou carrément effrayante. Et là je vous assure que c'est pas fait exprès mais ma réponse va être sponsorisée par Scrineo parce que j'ai 2 lectures qui collent très bien dans le thème et les 2 sont publiées chez Scrineo. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu leur catalogue, mes réponses vont vous sembler mais évidentes, mais en même temps je ne me voyais pas ne pas les citer dans cette question. Donc le premier titre que j'avais en tête c'était Les Enfants de Peakwood de Ron Marty, qui raconte l'histoire donc en espèce de huis clos de ce village qui va être frappé par le dramatique accident de bus qui va tuer tous les enfants, ou en tout cas c'est l'impression qu'on va avoir, mais en fait ils ont tous réchappé à l'accident, mais quelques années plus tard des phénomènes extrêmement bizarres vont commencer à se produire juste
jusqu'à ce que la vie dans ce petit village paisible tourne carrément au cauchemar. C'était un de mes gros coups de cœur 2017 et pour celles et ceux qui seraient passés à côté mais qui sont tentés, je vous conseille vraiment de le mettre dans votre pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que clairement ça rentre dans le thème et vous allez vous régaler. Et dans le genre glauque chez Scrineo que je vous ai également déjà présenté sur la chaîne, le dieu oiseau bien sûr d'Aurélie Wallenstein qui raconte l'histoire de Faulan sur cette île paumée qui m'a fait penser à Apocalypto de Mel Gibson, dans laquelle tous les 10 ans a lieu une compétition pour désigner celui qui sera le nouveau chef du clan et qui aura le droit de buter tout le monde et d'organiser des banquets où les gens s'auto-dévorent, enfin voilà, des trucs absolument glauques et immondes. Et cette lecture m'avait un peu laissé sur le cul parce que c'est hyper noir, hyper violent, vous avez un côté hyper psychologique qui est très bien fichu et chapeau bas. Si ça c'est pas glauque, je sais pas ce qu'il vous faut. Non, en vrai c'était un peu une formule pour la forme parce que si vous trouvez pas ça ne serait-ce qu'un petit peu glauque, je vous conseille quand même d'en parler à quelqu'un. Question 8, ce n'est un scoop pour personne mais pendant l'automne les températures chutent et du coup je dois vous conseiller un livre qui serait suffisamment court pour réconforter et réchauffer une personne après une journée particulièrement froide et pluvieuse. Ouais, je sais, vous avez le droit de me frapper parce que là, niveau inventivité, on est sur un gros zéro pointé, mais évidemment, l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama, si vous cherchez un truc un peu doudou, réconfortant dans un univers hyper immersif, voilà. C'est un incontournable du genre, et si vous ne connaissez toujours pas, eh bien je vous invite à vous plonger tête baissée dans cet univers de magie absolument fabuleusement bien dessiné, très fouillé, et je suis sûre que vous allez adorer. Je joue la booktubeuse hyper expéditive, tellement sûre de sa valeur, mais en même temps, un petit résumé ne fait jamais de mal. Dans le premier tome, on va suivre l'histoire de Coco, qui est une petite fille fascinée par les artefacts magiques qu'elle peut trouver dans son monde, sauf que malheureusement, elle le sait depuis sa plus tendre enfance, elle est née sans pouvoir magique, et donc elle n'aura pas la possibilité d'être une sorcière, sauf que un jour, un sorcier va venir dans l'atelier de sa maman et va lancer un sort en lui demandant de ne pas regarder. Vous vous doutez bien que Coco est tellement curieuse qu'elle va ouvrir grand ses yeux et découvrir le secret de la magie, et du coup ce bon cher sorcier va être contraint de la prendre comme apprenti et va débuter un fabuleux voyage. Bon, maintenant qu'on en est en tome 3, ce résumé me paraît un petit peu court du collier, mais en même temps, si vous ne connaissez pas la série, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous donner envie. Bon, et puis je sais pas trop si j'ai le droit de le faire, mais j'ai envie de vous donner une lecture bonus dans cette catégorie parce que franchement c'est un livre que j'ai lu récemment et qui m'a énormément plu, et ce n'est nul autre que Brexit Romance. Ce roman, j'avoue que j'ai un petit peu hésité à le mettre dans cette catégorie parce qu'alors niveau réconfortant, on est en plein dans le mille, mais alors niveau concision, peut faire mieux. Mais vraiment c'est un bouquin que je voulais vous recommander parce que moi j'ai failli passer à côté parce que j'avais adoré Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, mais beaucoup moins Songe à la douceur qui est pourtant un carton plein pour la plupart des gens que je connais, et du coup j'étais un peu mi-figue mi-raisin face à cette nouvelle parution, sauf que l'autrice l'a tellement bien vendue dans un podcast que j'adore qui s'appelle La Bouquinerie Jeunesse et dont je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Et en fait elle a vendu ce roman comme le récit du choc des cultures entre forcément la France et la Grande-Bretagne suite au Brexit. Dans cette histoire, vous allez suivre Matt et Justine, les frères et sœurs à l'origine de Brexit Romance, une espèce d'agence matrimoniale qui met en relation des couples anglais et français pour que les uns puissent avoir le passeport européen et les autres puissent résider 5 ans en Grande-Bretagne, et ça va donner lieu à des situations absolument rocambolesques. Alors effectivement, niveau choc des cultures, on est en plein dedans, et vous avez des personnages stéréotypique juste qu'il faut pour être extrêmement drôle et pour coller à cette ambiance un peu opéra, pièce de théâtre en 5 actes qui fait merveille. C'est absolument réjouissant, c'est bourré de références pop culture et je me suis vraiment régalée à la découverte de ce roman que je vous recommande chaudement. Question 9 est dans le genre évidence qui se pose là, et ben l'automne ça revient tous les ans et tant mieux. Alors du coup, quel est l'indispensable vers lequel tu as hâte de te retourner? Bon, et qu'est-ce qu'un indispensable si ce n'est l'une des pièces maîtresses de notre bibliothèque qu'on a tellement aimé, qu'on garde précieusement pour les moments de doute ou quand on ne sait pas vraiment quoi lire, on se retourne vers nos classiques, et l'un des derniers à avoir rejoint cette catégorie c'est Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle, publié chez Gallimard Jeunesse.
Pour celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram, rien de nouveau sous le soleil parce que vous connaissez déjà cette petite merveille dont je vous ai déjà parlé avec enthousiasme. Mais pour les autres, Capitaine Rosalie, ça nous raconte l'histoire d'une petite fille, Rosalie, qui vit toute seule avec sa maman parce que son père est parti sur le front durant la Première Guerre mondiale. Et tous les jours, sa maman la dépose à l'école, même si elle est trop petite pour suivre les cours, parce que elle doit aller travailler à l'usine. Et tous les jours, Rosalie s'installe dans le fond de la classe, un peu enfouie sous les manteaux, et elle écoute, elle est en mission, parce qu'elle a une mission secrète à accomplir, on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai véritablement adoré cette histoire qui est hyper poignante, qui parle de lecture de manière plus ou moins indirecte, je veux pas trop vous en dire, mais c'est d'une poésie, d'une douceur, tant dans les textes que dans les illustrations, que dans le propos. Je vous le recommande vraiment vivement. C'est un petit format qui est quand même assez vite lu, mais qui est très marquant et que je suis absolument ravie d'avoir dans ma bibliothèque et que je recommande à tour de bras autour de moi tellement c'est une pépite. Donc si jamais le message est pas assez clair, je vais te traduire. En gros, si tu ne l'as pas dans ta bibliothèque, mets tes chaussures et fonce chez ton libraire pour te le procurer. La question 10, c'est un petit peu la question bonus qui nous demande quels sont nos accessoires de lecture pour des soirées cocooning avec nos bouquins. Et là je crains une fois de plus de ne pas être hyper originale puisque pour moi ce serait donc des chaussettes en pilou-pilou, un pyjama, ma tablette pour me passer une vidéo d'un feu de cheminée crépitant, mes bougies et bien évidemment ma bouillotte renard puisque j'adore mettre de l'eau bouillante dedans et la glisser dans les draps avant de venir m'y réfugier parce que du coup tout est chaud et déjà moelleux rien que pour moi et du coup je suis persuadée de passer un bon moment lecture dans ces conditions. Et voilà, on a enfin réussi à venir à bout de ce tag et j'espère vraiment que ce petit moment automnal en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à reprendre les questions pour y répondre sur vos propres réseaux sociaux et mettez-moi bien surtout le lien en barre d'infos parce que j'adorerais aller voir vos réponses, sinon vous pouvez me les laisser directement en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, moi je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!